ma mère m'a fait asseoir avec des papiers de frais de scolarité et m'a dit, si tu aimais vraiment ton frère, tu paierais pour son avenir juste après que j'ai acheté ma première maison. Alors, j'ai répondu, je me souviens que tu m'as dit de me débrouiller seul quand j'avais 15 ans. J'en ai 27 maintenant. Mais cette histoire commence quand j'avais environ 15 ans. J'ai toujours été le genre de personne qui déteste avoir l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est peut-être parce que, en grandissant, mes parents avaient cette sorte de tableau de bord tacite dans leur tête. Chaque repas, chaque trajet, chaque service qu'ils nous rendaient n'était pas vraiment gratuit. Ils le ressortaient des mois, voire des années plus tard, comme une facture qu'ils attendaient que je rembourse. Cela me donnait l'impression que même l'éducation parentale de base était quelque chose que je devais mériter. Et quand on est adolescent, cela laisse des traces. L'argent a toujours été compliqué dans notre maison. Mes parents n'étaient pas pauvres, ils avaient tous les deux des emplois décents, mais mon jeune frère Ryan était leur enfant chéri. Il a 3 ans de moins que moi. Et dès sa naissance, tout semblait graviter autour de lui, entraînement de football privé, camp coûteux, vêtements haut de gamme, et peu importe le prix, maman et papa n'hésitaient jamais. Pour moi, par contre, les choses étaient différentes, si je voulais quelque chose au-delà de l'essentiel, la réponse était soit où tu n'en as pas besoin soit trouve un travail et achète-le toi-même. Alors, je l'ai fait. À 15 ans, pendant que Ryan passait ses week-ends à jouer dans des tournois ou à traîner avec des amis, je débarrassais les tables dans un restaurant local. Ce n'était pas glamour, mais cela me donnait mon propre argent et, plus important encore, mon indépendance. Ce travail en a mené à un autre, puis un autre. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'avais des économies. Pas beaucoup, mais assez pour m'aider à payer mes études au collège communautaire sans demander un seul centime à mes parents. Je me souviens de mon père faisant un commentaire désinvolte, disant que je pensais être meilleur que tout le monde parce que je n'avais pas besoin de leur aide. À l'époque, j'en ai ri. L'université a été le moment où le fossé entre ma famille et moi s'est encore creusé. Pendant que je jonglais avec 2 emplois à temps partiel et mes cours, Ryan se cherchait, ce qui signifiait apparemment abandonner l'université après un semestre et passer les années suivantes à faire des petits boulots, démissionnant à chaque fois parce qu'il ne vibrait pas avec la direction. Mes parents avaient toujours une excuse prête pour lui, il est juste en train de se trouver. Il a beaucoup de potentiel. Tu sais, il n'est pas comme toi, Daniel. J'ai commencé à remarquer un schéma, chaque fois que j'accomplissais quelque chose, c'était balayé d'un revers de main, comme si ce n'était rien. Mais si Ryan faisait le strict minimum, c'était une fête de famille. Quand j'avais 24 ans, j'ai décroché un emploi solide dans la technologie. Ce n'était pas spectaculaire au début, mais j'ai travaillé dur, appris tout ce que je pouvais, et j'ai commencé à gravir les échelons. En 1 an, je gagnais assez pour enfin envisager de quitter mon petit appartement. Je ne l'ai pas dit à mes parents tout de suite, je savais comment ils étaient, mais j'ai tranquillement commencé à chercher des maisons. Chaque visite de maison ouverte me semblait surréaliste, comme si je m'approchais de quelque chose qui avait toujours semblé impossible pour quelqu'un comme moi. Le jour où j'ai finalisé l'achat de ma première maison, je tremblais d'excitation. Ce n'était pas un manoir, mais c'était la mienne. J'avais travaillé pour chaque brique, chaque dollar de cet acompte. J'ai invité mes parents et Ryan à dîner pour leur faire une surprise, pensant qu'ils seraient peut-être fiers. Ce fut ma première erreur. Dès qu'ils sont entrés, j'ai pu le voir sur le visage de ma mère. Elle n'était pas heureuse pour moi, elle calculait. Ses yeux balayaient l'endroit comme si elle faisait l'inventaire. Mon père a fait une blague sur le fait que j'avais secrètement gagné à la loterie. Et Ryan, il n'a pratiquement pas dit un mot, il a juste fait le tour comme s'il inspectait les lieux. La seule réaction authentique que j'ai eue venait de ma tante qui était venue et ne cessait de dire à quel point elle était impressionnée. Mais quand nous nous sommes assis pour manger, les commentaires ont commencé. C'est joli, a dit ma mère, mais ne penses-tu pas que c'est un peu beaucoup pour quelqu'un de ton âge? Ouais, a renchéri Ryan, tu aurais probablement pu aider avec d'autres choses au lieu de dépenser tout ça là-dedans. Je me souviens avoir posé lentement ma fourchette et demandé, quelles autres choses? Et c'est là que ma mère m'a lancé ce regard, comme si je devais savoir exactement ce qu'elle voulait dire. Ton frère a parlé de retourner à l'école, a-t-elle dit, mais tu sais à quel point c'est cher. Nous pensions peut-être, eh bien, tu as cette grande maison maintenant. Tu aurais pu contribuer un peu pour l'aider à prendre un bon départ. Cela m'a frappé comme une gifle. Pas une seule fois il n'avait demandé si j'avais besoin d'aide pour mon acompte, mes meubles, mes factures.
Mais maintenant que j'avais quelque chose à montrer de moi-même, c'était déjà mentalement alloué à Ryan. J'ai essayé de garder ma voix stable. J'ai travaillé pour ça. Je n'ai rien pris de vous. Pourquoi devrais-je payer pour les choix de Ryan? L'ambiance est devenue tendue. Mon père a marmonné quelque chose sur le fait que la famille s'aide mutuellement. Et Ryan m'a regardé comme si je l'avais personnellement trahi. J'ai terminé ce dîner tôt. En partant, ma mère m'a fait un câlin, le genre qui ressemble plus à une étreinte, et a chuchoté, « Ne sois pas égoïste, Daniel. Nous en reparlerons. » Je pensais que ça passerait. J'avais tort. Au cours des semaines suivantes, de petits commentaires ont commencé à s'immiscer dans chaque conversation. Ma mère appelait et disait des choses comme « Ryan a regardé des cours, mais nous ne pouvons tout simplement pas nous en sortir sans aide. » Et c'est tellement dommage quand des gens de la famille ont les moyens d'aider et ne le font tout simplement pas. Mon père continuait de me rappeler tout ce qu'ils avaient fait pour moi en grandissant, ce qui était risible étant donné le peu de soutien financier qu'ils m'avaient réellement apporté. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase avant que les choses n'explosent est venue un dimanche après-midi. J'ai reçu un SMS de Ryan, « Il faut qu'on parle. » Passe. J'ai pensé qu'il voulait peut-être s'excuser ou du moins s'expliquer. Quand je suis arrivé, mes parents étaient là aussi, assis à la table de la cuisine avec des papiers étalés, des brochures universitaires, des détails de frais de scolarité, une proposition de combien je pourrais raisonnablement contribuer à l'éducation de Ryan au cours des 4 prochaines années. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats parce que c'était tellement absurde. « Vous avez sérieusement fait un plan de paiement pour moi pour mon frère ?» ai-je demandé. Ma mère m'a lancé un regard acéré. « Ce n'est pas une blague, Daniel. C'est son avenir. Si tu te soucies de ta famille, tu feras ça. » Et puis Ryan, sans aucune honte, a dit, « Je veux dire, ce n'est pas comme si tu n'avais pas l'argent. Tu as acheté une maison entière, mec. Pourquoi devrais-tu avoir tout ça pendant que je suis coincé ici ?» Quelque chose en moi a craqué ce jour-là. Je me suis levé, leur ai dit que je ne donnerais pas un seul centime et je suis parti. Je pensais qu'ils seraient fâchés pendant un moment, qu'ils arrêteraient peut-être même de me parler pendant un certain temps. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin que ce qu'ils ont fait ensuite, car 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était d'un avocat. Et quand je l'ai lue, mes mains ont recommencé à trembler de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas d'excitation. C'était de rage. J'ai dû lire cette lettre une 12aine de fois avant que cela ne me pénètre. Mes parents, mes propres parents, me poursuivaient en justice. La plainte portait sur une sorte de privation volontaire d'opportunité nécessaire à un membre de la famille dépendant. Le dépendant étant Ryan, bien sûr. Il le présentait comme si je l'avais en quelque sorte empêché d'obtenir une éducation, comme si mon refus de financer sa 2e tentative d'université était la même chose que de lui prendre de l'argent. C'était tellement scandaleux que j'ai presque pensé que c'était une sorte de bluff. La lettre exigeait un règlement, un montant étrangement proche du coût total des frais de scolarité qu'il m'avait montré à la table de la cuisine. Elle faisait également allusion aux dommages émotionnels que Ryan avait subis parce que j'avais étalé mon succès sous son nez. Je me souviens d'être assis à ma table à manger, mon café refroidissant, et de penser, ce n'est pas possible. Sûrement, ils n'iraient pas jusqu'au bout. Mais ils l'ont fait. En une semaine, ma mère a commencé à m'appeler tous les jours, chaque fois, alternant entre la culpabilité et la colère. Un jour, c'était, « Daniel, tu déchires cette famille. Est-ce qu'un peu de générosité vaut vraiment le fait de nous perdre ?» Le lendemain, c'était, « Ton frère est dévasté. Il a l'impression que tu veux qu'il échoue. » Elle pleurait parfois au téléphone pendant des minutes sans rien dire, juste pour me faire sentir que je la brisais. Ryan, pendant ce temps, redoublait d'arrogance. Il a commencé à publier des pics vagues sur les réseaux sociaux. Des choses comme « Certaines personnes ne se soucient que d'elles-mêmes, même si cela ruine la vie des autres », accompagné d'émojis tristes et de citations inspirantes sur la loyauté familiale. Bien sûr, ses amis et notre famille élargie, dont la plupart ne connaissaient pas toute l'histoire, commentaient des choses comme « C'est tellement nul, et je suis tellement désolé que tu traverses ça ». C'était comme s'il mettait en scène une petite scène de pitié pour lui-même et l'exploitait à fond. J'ai commencé à remarquer les manières subtiles dont mes parents tordaient le récit aux proches. Lors de la fête d'anniversaire d'un cousin, ma tante m'a pris à part et a dit « J'aimerais juste que toi et Ryan puissiez arranger ça. Il est tellement déprimé depuis que tu as acheté cette maison. »
Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire et elle a répondu, « Eh bien, tes parents nous ont dit que tu avais refusé de l'aider après avoir gagné tout cet argent. » Aucune mention de la façon dont je m'étais débrouillé seul depuis l'adolescence, ou de la façon dont Ryan avait déjà gâché plusieurs chances, juste la version édulcorée et familiale qui me faisait passer pour froid et égoïste. Cela en est arrivé au point où j'ai commencé à redouter les événements familiaux. Au déjeuner du dimanche de ma grand-mère, j'ai entendu mon père dire à un voisin que Daniel a pris la grosse tête et a oublié d'où il venait. J'ai essayé de laisser couler, mais c'était plus difficile que je ne le pensais. Je n'étais pas seulement dépeint comme le méchant, j'étais effacé. Des années de lutte, chaque sacrifice que j'avais fait, chaque heure supplémentaire, rien de tout cela ne comptait. La seule chose qui leur importait était que je ne me plie pas à leur volonté. Une nuit, Ryan est arrivé chez moi à l'improviste. Il n'a même pas frappé, il est juste resté dehors, sonnant à la porte jusqu'à ce que j'ouvre. Il avait l'air suffisant, comme s'il attendait de prononcer une réplique. « Tu sais que tu vas perdre, n'est-ce pas ?» a-t-il dit avec désinvolture. Maman et papa ont l'avocat et les familles de leur côté. Ce sera plus facile si tu paies maintenant et que tu t'épargnes l'embarras. Je ne pouvais pas croire son arrogance. Je lui ai dit de partir et quand il n'a pas bougé, je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Nous sommes restés là sur mon porche, lui avec ce demi-sourire, moi essayant de garder ma voix calme. « Tu n'as pas droit à mon argent, Ryan, ai-je dit. Tu as eu chance après chance et tu les as gâchés. C'est de ta faute, pas de la mienne. » C'est là qu'il a dit quelque chose qui s'est vraiment logé dans mon cerveau. Tu n'es arrivé là que parce que tu as eu plus de facilité que moi. Maman et papa ont été plus durs avec moi. Je mérite une chance équitable aussi. Plus facile. Il pensait vraiment que ma vie avait été plus facile. Je l'ai regardé pendant une longue seconde avant de dire, « Si tu penses que j'ai eu la vie facile, tu n'as pas fait attention. » Puis je suis rentré et j'ai fermé la porte à clé. À partir de cette nuit-là, les choses se sont encore intensifiées. Mes parents ont cessé d'appeler directement et ont commencé à passer par d'autres personnes, des tantes, des oncles, même ma grand-mère. Je recevais des messages vocaux comme « Chérie, ta maman dit que ce n'est qu'un malentendu. Peut-être que si tu envoyais un petit quelque chose à ton frère pour qu'il puisse commencer, nous pourrions tous passer à autre chose. » Ou « Daniel, tu sais, la tension artérielle de ton père n'est pas bonne. Ce stress n'aide pas. » Chacun d'eux était une nouvelle tentative pour me miner. Pendant ce temps, le procès avançait. J'ai dû engager mon propre avocat juste pour me défendre contre ma propre famille. Chaque document qui arrivait portait leur nom, ceux de mes parents, de mon frère, en noir et blanc. Peu importait que ce soit absurde ou que je sache que j'allais gagner. Le poids émotionnel était écrasant. La nuit, je m'allongeais dans mon lit et je me demandais comment les mêmes personnes censées me protéger pouvaient devenir cela. Et puis est venu le moment où j'ai réalisé qu'ils n'essayaient pas seulement de me prendre de l'argent. Ils essayaient de prendre quelque chose de beaucoup plus grand. Cela a commencé par un message vocal de ma courtière immobilière, de toutes les personnes. Elle semblait inquiète. Elle a dit qu'elle avait reçu une étrange demande de renseignements sur ma maison, demandant si elle était disponible à l'achat ou à la location parce que l'occupant actuel pourrait ne pas être là beaucoup plus longtemps. Elle ne m'a pas donné de nom, mais je n'en avais pas besoin parce qu'il n'y avait que 3 personnes qui savaient exactement comment me toucher là où cela ferait le plus mal. J'ai rappelé ma courtière immédiatement et elle a confirmé ce que je soupçonnais déjà. La demande ne venait pas d'un inconnu. C'était ma mère. Elle avait en fait appelé ma courtière en se faisant passer pour une amie de la famille et avait posé des questions sur ma maison comme si elle était juste curieuse. Mais ma courtière, sentant quelque chose d'étrange, l'a un peu pressée et a découvert que ma mère avait laissé entendre que je ne serais peut-être pas en mesure de conserver la propriété beaucoup plus longtemps et que ce serait dommage si elle était gâchée alors qu'un autre membre de la famille pourrait l'utiliser. Ma poitrine s'est serrée. Un autre membre de la famille. Il n'y avait aucun doute sur qui elle parlait. Il n'essayait pas seulement de me soutirer de l'argent. Il préparait le terrain pour prendre ma maison. Je suis resté assis à ma table de cuisine, téléphone en main, à regarder par la fenêtre pendant ce qui m'a semblé des heures. Ce n'était plus seulement du favoritisme. Ce n'était plus Ryan qui se sentait en droit ou mes parents qui me culpabilisaient. C'était une décision délibérée de saper tout ce pour quoi j'avais travaillé. L'endroit que j'avais combattu pour acheter, le seul symbole d'indépendance que j'avais d'eux. Ils tournaient déjà autour comme des vautours. Plus j'y pensais,
plus les pièces du puzzle s'assemblaient. Ce premier dîner quand je les avais invités, la façon dont les yeux de ma mère avaient balayé l'endroit, le commentaire selon lequel c'était un peu beaucoup pour quelqu'un de mon âge, les pics de Ryan sur le fait que j'avais tout ça pendant qu'il était coincé ici. Tout cela avait mené à cela. Le procès n'était pas seulement une question de frais de scolarité. S'il pouvait me dépeindre comme quelqu'un qui privait injustement Ryan, il pourrait le transformer en un levier juridique sur mes biens, ma maison. Et puis le vrai coup de poing est arrivé. J'ai reçu un email de mon avocat me transmettant un amendement nouvellement déposé dans leur affaire. Il prétendait qu'une partie de la raison pour laquelle il cherchait des dommages et intérêts était que la situation de vie actuelle du défendeur avait été acquise grâce à des fonds qui auraient pu être alloués au soutien de l'éducation et du développement de carrière du plaignant. En d'autres termes, ils essayaient de faire valoir que ma maison elle-même était la preuve de mon égoïsme et de la mauvaise allocation des ressources. Ils ne le laissaient plus seulement entendre. Ils le mettaient par écrit. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère. Je n'avais même pas prévu ce que j'allais dire. J'avais juste besoin d'entendre sa voix et de comprendre comment elle pouvait justifier cela. Elle a décroché après quelques sonneries et sa voix était doucereuse, comme si rien n'allait mal. Daniel, je disais justement à ta tante à quel point je suis fier de toi. Arrête, maman, ai-je dit, ma voix tremblante. Pourquoi as-tu appelé ma courtière? Il y a eu un silence. Puis, sans hésiter, elle a soupiré, je ne faisais que veiller sur la famille. Si les choses ne se passent pas comme tu veux au tribunal, il serait mieux que la maison reste avec quelqu'un de la famille plutôt qu'avec des étrangers. Tu sais, Ryan en prendrait bien soin. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Tu planifies que je perde ma maison avant même que l'affaire ne soit terminée? Tu as déjà décidé que je suis coupable? Ce n'est pas une question de culpabilité, Daniel. C'est une question de faire ce qui est juste pour ton frère. Il a tellement souffert. Tellement souffert, ai-je coupé. Il a eu toutes les opportunités offertes, tandis que je suis seul depuis l'adolescence. J'ai travaillé pour cette maison. Tu ne m'as jamais aidé, pas une seule fois. Et maintenant tu penses que tu peux juste la prendre? Son ton a changé, plus sec maintenant. Ne sois pas dramatique. Tu ne serais pas là où tu es sans notre éducation. Nous avons fait des sacrifices aussi. C'est ta chance de rendre l'appareil. Rendre l'appareil. Cette phrase m'a frappé comme une brique. C'était la même chose qu'elle avait dite quand j'avais 16 ans et que j'avais refusé de lui donner la moitié de mon salaire pour aider aux dépenses ménagères pendant que Ryan dépensait son argent de poche en jeux vidéo. C'était la même phrase qu'elle avait utilisée quand j'avais refusé de co-signer un prêt automobile pour lui à 21 ans. Pour elle, mon succès n'était pas le mien. C'était une dette que je leur devais, une qu'ils pouvaient collecter quand ils voulaient. J'ai raccroché sans dire un mot. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui me tordait l'estomac. Un mélange de trahison et de clarté. Parce qu'à ce moment-là, j'ai enfin compris qu'il n'allait jamais s'arrêter. Peu importait combien j'expliquais, combien je leur montrais que j'avais construit ma vie sans leur aide. Dans leur esprit, les échecs de Ryan étaient ma responsabilité à réparer, et tout ce que j'avais était un jeu équitable. La seule justice à laquelle ils croyaient était une justice où Ryan sortait vainqueur, même si cela signifiait me détruire complètement. La semaine suivante, les choses ont empiré. J'ai appris par un ami commun que Ryan se vantait auprès de quelques-uns de ses copains que la maison serait bientôt à lui. L'un d'eux a apparemment demandé si je vendais et Ryan avait souri en disant « pas exactement. Disons juste que maman et papa s'en occupent. » Entendre cela a brisé quelque chose en moi. J'avais passé des années à avaler de petites piques, les laissant grignoter mes réalisations parce que je ne voulais pas faire de vagues. Mais maintenant, ils essayaient de me dépouiller de la seule chose qui symbolisait toutes ces années de labeur. Toutes ces nuits où je m'étais privé pour pouvoir économiser pour un avenir auquel personne d'autre ne croyait. Et c'est là que j'ai pris une décision. S'ils voulaient une guerre, ils l'auraient. Mais je n'allais pas la mener à leur manière. J'allais m'assurer que lorsque je riposterais, ils regretteraient d'avoir jamais pensé pouvoir prendre ce qui était à moi. Les semaines qui suivirent furent comme marcher dans les sables mouvants. Chaque jour apportait un nouveau coup, un nouveau rappel que ma propre famille s'était positionnée comme mes ennemis. Mon avocat faisait ce qu'il pouvait, mais chaque nouvelle pièce déposée par leur camp était comme un coup de poing à l'estomac. Le langage était si froid, si calculé,
c'était comme s'il m'avait effacé en tant que fils et m'avait réécrit comme un adversaire sans visage qu'il devait vaincre au tribunal. Je ne dormais plus correctement. Certaines nuits, je fixais le plafond pendant des heures, mon esprit tournant en boucle. Et s'il gagnait d'une manière ou d'une autre? Et s'il prenait la maison? Où irais-je? Que me resterait-il? Ma maison avait toujours été mon sanctuaire, le premier endroit où je pouvais fermer la porte et savoir que personne ne pouvait débarquer et me dire quoi faire. Maintenant, même assis dans mon salon, je me sentais tendu, comme si les murs n'étaient plus les miens. Mon travail a commencé à en pâtir aussi. Je me surprenais à rêvasser en réunion, à manquer des délais parce que j'étais enseveli sous des documents juridiques. Mon patron l'a remarqué, et bien qu'il ait été compatissant quand je lui ai dit que c'était une affaire juridique familiale, je pouvais dire que sa patience n'allait pas durer éternellement. J'avais travaillé si dur pour me forger une réputation de personne fiable, capable de gérer tout ce qui me tombait dessus, et maintenant je la voyais se fissurer. Le pire était l'isolement. Mes parents avaient tellement bien contrôlé l'histoire que la plupart de ma famille élargie pensait que j'étais cruel. Les invitations à des anniversaires, des dîners et même des rencontres informelles commençaient à disparaître. Je voyais des photos postées en ligne, de grandes photos de groupes souriantes avec des légendes comme la famille d'abord, et il y avait Ryan souriant au milieu, mes parents de chaque côté. On ne me mentionnait même plus. Une nuit, j'ai ouvert mon réfrigérateur et j'ai réalisé que je n'avais pas fait de courses depuis des semaines. Je vivais de plats à emporter et de ce que je pouvais trouver au supermarché du coin parce que je n'avais pas l'énergie de faire les courses. Debout là, dans la lumière tamisée du réfrigérateur, fixant un seul carton d'œufs et la moitié d'une bouteille de jus d'orange, j'ai senti une vague de désespoir m'envahir. Ce n'était plus seulement le procès. C'était le sentiment que, quoi que je fasse, je serais toujours l'étranger dans ma propre famille. Mais dans ce moment difficile, quelque chose d'autre s'est aussi déclenché. Je me suis souvenu d'avoir 15 ans, debout derrière le comptoir du restaurant un vendredi soir, mes mains brûles d'avoir lavé la vaisselle, sachant que je devais me lever tôt pour un double service le lendemain. J'avais fait ça pendant des années sans filet de sécurité, sans personne pour m'encourager. Chaque pas que j'avais fait depuis lors l'avait été parce que je refusais d'abandonner quand il aurait été plus facile d'arrêter. Et c'est là que j'ai décidé que je n'allais pas les laisser tout me prendre. J'ai cessé de répondre à leurs appels. J'ai dit à mon avocat de gérer toutes les communications, aussi triviales soient-elles, afin de ne pas avoir à entendre leur voix ou à lire leurs messages manipulateurs. J'ai commencé à examiner discrètement mes finances, m'assurant que tous mes actifs étaient bloqués, tous mes comptes sécurisés. J'ai demandé mon rapport de crédit pour vérifier toute activité suspecte. J'ai même installé un système de sécurité chez moi au cas où Ryan déciderait de repasser. En public, je restais calme. Si quelqu'un me demandait comment j'allais, je disais juste je gère et je changeais de sujet. Mais en privé, je construisais quelque chose, un plan, car j'ai réalisé que si je les combattais de front, ils continueraient d'essayer de tordre l'histoire jusqu'à ce que j'aie l'air de l'agresseur. Non, je devais être plus intelligent. Je devais les laisser creuser leur propre trou et ensuite m'assurer qu'ils ne pourraient pas en sortir. La première étape consistait à recueillir des preuves, pas seulement pour le tribunal, mais pour moi, preuve de chaque appel manipulateur, de chaque commentaire perfide, de chaque fois qu'ils avaient essayé de me miner. Si je devais riposter, je voulais que tout soit en noir et blanc. Malgré cela, j'ai gardé la tête basse. En apparence, il semblait qu'ils m'avaient réduit au silence. Et c'est peut-être ce qu'ils croyaient, ce qui était exactement ce que je voulais qu'ils pensent. Parce que quand on est au plus bas, personne ne vous voit revenir. Et j'allais m'assurer que mon retour les frapperait plus fort qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. C'est étrange comme, une fois que vous cessez d'alimenter le drame de quelqu'un, ils commencent à penser que vous avez disparu. Mes parents et Ryan semblaient prendre mon silence comme la preuve qu'ils étaient en train de gagner. En réalité, cela m'a donné l'espace dont j'avais besoin pour me reconstruire. Pas seulement mes défenses, mais ma vie. Le premier changement est venu au travail. Mon patron m'a appelé dans son bureau un après-midi, et je me suis préparé à de mauvaises nouvelles. Au lieu de cela, il a fermé la porte et a dit, « Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie personnelle, mais je sais que vous êtes bon dans ce que vous faites. Si vous pouvez vous concentrer, je suis prêt à vous confier un projet qui pourrait mener à une promotion. » C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce étouffante, une bouffée d'air frais. Je me suis jeté à corps perdu dans ce projet. De longues heures, une planification méticuleuse, en allant toujours plus loin.
Je n'essayais pas seulement de faire mes preuves auprès de mon patron. Je me rappelais de quoi j'étais capable, et ça a marché. Le projet a été un succès, et quelques semaines plus tard, on m'a offert la promotion. Avec elle est venue une augmentation de salaire significative, suffisamment pour que mon coussin financier s'épaississe, mes économies deviennent plus saines. Cela n'a pas effacé le stress du procès, mais cela m'a redonné un sentiment de sécurité. Pendant ce temps, mon avocat démontait discrètement leur dossier. Il avait réussi à obtenir des dossiers sur l'historique d'emploi de Ryan, ses précédentes tentatives universitaires ratées, et même des messages où mes parents admettaient l'avoir trop gâté. Chaque pièce était un fil de plus dans le tissu de leur hypocrisie. Je ne me suis pas vanté. Pas encore. J'ai juste tout classé, le laissant s'accumuler. En dehors du travail, j'ai recommencé à me concentrer sur moi-même. J'ai repris la salle de sport que j'avais quittée il y a des mois, en partie pour me vider la tête et en partie pour me rappeler que mon corps n'avait pas à supporter le poids de tout ce stress. J'ai recommencé à cuisiner de vrais repas. Rien de sophistiqué, mais il y avait quelque chose de thérapeutique à couper des légumes et à s'asseoir pour manger. J'ai également commencé à renouer avec des gens dont je m'étais éloigné. Pas les membres de la famille qui avaient adhéré à la version des événements de mes parents. Je les ai laissés à leurs photos de groupe et à leurs faux sourires, mais de vieux amis, des collègues, des personnes de confiance, des gens qui me connaissaient sans le filtre des ragots de ma famille. Petit à petit, j'ai reconstruit un cercle autour de moi qui n'était pas empoisonné par leur manipulation. Et puis quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai été invité à prendre la parole lors d'un événement de réseautage local pour jeunes professionnels. Quelqu'un avait vu les résultats de mon projet au travail et avait trouvé mon parcours professionnel inspirant. En montant sur cette scène pour raconter mon histoire, la professionnelle, pas les parties personnelles compliquées, j'ai réalisé que je n'étais plus l'enfant impuissant qui débarrassait les tables. J'avais construit quelque chose. Et peu importe ce que ma famille pensait pouvoir me prendre, elle ne pouvait pas me prendre cela. À chaque victoire, grande ou petite, je sentais l'équilibre changer. Mes parents avaient toujours leur procès. Mais en dehors de ce tribunal, leur contrôle sur moi s'estompait. Ils ne pouvaient pas me culpabiliser pour des appels auxquels je ne répondais pas. Ils ne pouvaient pas déformer mes paroles si je ne leur en donnais pas. Ils devaient passer par des avocats pour tout maintenant, ce qui signifiait plus d'embuscades surprises à ma porte d'entrée ou de rencontres accidentelles lors de réunions de famille. Le meilleur, c'est que, pendant qu'ils étaient occupés à brûler les ponts avec moi, ils minaient aussi leur propre crédibilité. Une connaissance commune a laissé entendre que certains parents commençaient à se demander pourquoi mes parents me traînaient en justice au lieu d'aider Ryan à reprendre sa vie en main. Apparemment, Ryan se vantait tellement ouvertement d'obtenir la maison que même les gens de leur côté commençaient à voir à quel point cela paraissait mal. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne me contentais plus de survivre. Je gagnais du terrain. Ma carrière était plus solide. Mes finances étaient sécurisées. Et j'avais des alliés qui voyaient clair dans leurs mensonges. J'étais dans une position où je n'avais plus à réagir à leurs mouvements. Je pouvais planifier les miens. Et même si je voulais riposter immédiatement, je me suis forcé à attendre parce que le timing, je l'ai réalisé, était primordial. Laissez-les penser que je vivais juste ma vie. Que j'avançais. Laissez-les continuer à me sous-estimer parce que la prochaine fois que je bougerais, cela ne protégerait pas seulement ce qui était à moi. Le tournant est survenu un mardi après-midi, de tous les jours. Je quittais une réunion client lorsque mon téléphone a vibré avec un email de mon avocat. L'objet indiquait « Demande de découverte erreur du conseil adverse ». À l'intérieur se trouvait un fil de discussion transféré. L'avocat de mes parents avait accidentellement copié mon avocat sur une chaîne de mails qui était censée être interne entre leurs parties, et c'était une mine d'or. La chaîne était principalement composée de logistique, de délais, de dates de dépôt, mais à mi-chemin, il y avait un message de ma mère à leur avocat qui a fait s'accélérer mon pouls. Elle avait écrit « Nous devons nous assurer que la maison de Daniel est incluse dans tout règlement. Ryan a déjà été en contact avec un ami agent immobilier qui peut la lister desquels sera signé. C'est le moyen le plus propre de s'assurer qu'il prend un nouveau départ. » C'était là, par écrit. La preuve que le procès n'avait jamais eu pour but d'aider Ryan à obtenir une éducation. Il s'agissait de transférer ma maison à son nom. Mon avocat bourdonnait d'énergie quand nous avons parlé ce soir-là. « Ça change tout, a-t-il dit. Ils ont essentiellement admis des motivations cachées. Nous pouvons utiliser cela. Mais je ne voulais pas seulement l'utiliser pour me défendre. Je voulais en faire la base de quelque chose de plus grand,
quelque chose qui mettrait fin à leur capacité de refaire ce coup à jamais. À peu près à la même époque, le travail m'a offert une autre opportunité. Ma promotion m'avait placé à la tête d'une petite équipe, mais maintenant on me proposait un rôle de leadership interdépartemental sur un projet très visible. Cela venait avec deux avantages majeurs, des revenus significativement plus importants et des connexions avec des cadres supérieurs dans des industries bien au-delà de ma portée actuelle. Le genre de personne qui pourrait, si nécessaire, ouvrir des portes dont je ne connaissais même pas l'existence. J'ai accepté sans hésitation. Non seulement cela a renforcé ma position financière encore plus, mais cela m'a également donné de la flexibilité, la capacité de canaliser discrètement les ressources où je le voulais. Et l'une des premières choses que j'ai faites a été d'engager un détective privé. Je ne voulais rien d'illégal ou d'intrusif. Je voulais juste la vérité. Je voulais savoir exactement ce que Ryan avait fait pendant que son avenir était soi-disant en jeu et si mes parents avaient l'habitude de faire des choses similaires avec d'autres parents. L'enquêteur n'a pas déçu. 2 semaines plus tard, j'avais un épais dossier sur mon bureau. À l'intérieur se trouvaient des publications sur les réseaux sociaux provenant de comptes que Ryan croyait privés, le montrant en voyage, achetant des produits électroniques coûteux et même faisant des essais de voitures pendant les mois où il prétendait à peine s'en sortir. Il y avait aussi des registres immobiliers montrant que mes parents avaient, des années auparavant, tenté de faire pression sur ma défunte tante pour qu'elle leur vende un terrain pour une fraction de sa valeur. Quelque chose qui avait provoqué une discorde dont personne ne parlait plus. Plus je lisais, plus ma voix devenait claire. Je n'avais pas seulement besoin de gagner l'affaire. Je devais démanteler le récit qu'ils avaient construit pièce par pièce devant un public qui comptait. Pour ce faire, j'ai commencé à jeter les bases discrètement. J'ai contacté quelques membres de ma famille de confiance qui étaient restés neutres, partageant juste assez pour semer le doute sur la version des événements de mes parents. Je me suis assuré que mes dossiers financiers, mon historique d'emploi et les preuves de mon indépendance depuis mon adolescence étaient soigneusement documentés, horodatés et prêts à être montrés à quiconque importait. Et le meilleur, cette chaîne de mets incriminantes n'était pas la seule erreur qu'ils aient faite. Mon détective privé avait réussi à découvrir une conversation enregistrée légalement dans un lieu public où Ryan se vantait auprès d'un ami dans un bar d'avoir enfin trouvé un moyen de profiter d'avoir un frère riche. L'ami avait ri, demandant si j'avais accepté, et Ryan avait répondu « Non, mec. Maman et papa s'en occupent. Une fois que ce sera à moi, je vendrai l'endroit et je serai tranquille pour des années. » J'ai écouté cet enregistrement 3 fois de suite, ressentant à chaque fois la même froide clarté s'installer. Il pensait qu'il se rapprochait, mais en réalité, il m'avait déjà donné les outils pour les démasquer complètement. Tout ce que j'avais à faire maintenant était de choisir le moment parfait pour dégoupiller. J'ai attendu, non par hésitation, mais parce que je savais que le coup le plus dévastateur n'était pas un coup fort et colérique. C'était un coup silencieux et précis. Mes parents et Ryan continuaient d'avancer à toute vitesse dans leur affaire, inconscients du fait qu'ils avaient déjà posé les bases de leur propre perte. La date du procès approchait et avec elle venait la conférence préalable au procès, la réunion où les deux parties exposeraient leurs positions les plus fortes pour évaluer si un règlement était possible. Ce fut ma scène. Quand nous sommes entrés dans la salle de conférence, mes parents étaient là avec Ryan assis d'un air suffisant entre eux. Ma mère m'a lancé ce sourire satisfait qu'elle utilisait quand elle pensait avoir le dessus. Mon père a évité mes yeux, un signe silencieux de déception feinte. Ryan, bien sûr, était affalé sur sa chaise comme s'il signait déjà l'acte de propriété de ma maison. Le médiateur a commencé par des banalités, puis a demandé à mon avocat de parler en premier. Nous avions convenu à l'avance, pas d'émotion, pas de long discours, juste des faits. Mon avocat a glissé un mince classeur de l'autre côté de la table. Ceci, a-t-il dit, est la documentation complète de l'indépendance financière de mon client depuis l'âge de 15 ans. Dossier d'emploi, déclaration de revenus. Preuve de paiement des frais de scolarité et reçu d'achat de propriété. Vous noterez qu'aucun centime n'est venu de ses parents à aucun moment. Ryan a ricané doucement, mais mon avocat n'a pas fait de pause. Il a ouvert le classeur à une page marquée. Et ici, a-t-il dit d'un ton égal, est un email des plaignants dans leurs propres mots confirmant que l'objectif principal de ce procès est d'obtenir la maison du défendeur pour la transférer à une autre partie. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs si rapidement que c'en était presque comique. Les lèvres de mon père se sont pressées en une ligne fine. Ryan s'est penché en avant, essayant de lire la page, sa confiance vacillante. Et enfin, a dit mon avocat, en appuyant sur un bouton de son ordinateur portable,
un court extrait audio. La voix de Ryan a rempli la pièce. Non, mec. Maman et papa s'en occupent. Une fois que ce sera à moi, je vendrai l'endroit et je serai tranquille pour des années. Silence. On entendait le tic-tac de l'horloge murale. Mon avocat a laissé le silence durer une bonne 5 secondes avant de dire, étant donné ces faits, nous pensons que le tribunal non seulement rejettera l'affaire, mais trouvera des motifs pour déposer une contre-poursuite en dommages et intérêts. Y compris les frais juridiques et le préjudice de réputation. Le médiateur s'est éclairci la gorge et a regardé leur avocat. Souhaitez-vous répondre? Le visage de leur avocat était tendu, sa mâchoire contractée comme s'il mâchait des clous. Il s'est penché vers mes parents, chuchotant de manière pressante. Ma mère a secoué rapidement la tête, ses yeux dardant vers moi avec quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Ryan a marmonné quelque chose à voix basse qui a fait que mon père l'a regardé d'un œil noir. Finalement, leur avocat s'est redressé. Nous avons besoin d'un moment pour discuter de cela en privé. Ils ont quitté la pièce. Je suis resté assis, les mains jointes, sans dire un mot. À l'intérieur, j'ai ressenti ce calme étrange et satisfaisant qui vient quand on sait que le combat est déjà terminé. 10 minutes plus tard, ils sont revenus, leurs expressions soigneusement neutres. Nous sommes prêts à retirer le procès, a dit leur avocat d'un ton raide, chaque partie couvrant ses propres frais juridiques. Mon avocat ne m'a même pas regardé avant de répondre, c'est inacceptable. Nous avons des preuves claires d'intention malveillante et nous poursuivrons notre contre-poursuite à moins que nous ne recevions des excuses écrites. Une rétractation publique de toutes les déclarations précédentes faites contre mon client, et le remboursement intégral de ses frais juridiques. La tête de Ryan s'est tournée vers mes parents. On ne va pas? Oui, nous le ferons, a coupé ma mère, la voix serrée, et ce fut tout. Dans cette pièce, ils ont cédé. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas exulté, je n'ai même pas regardé Ryan alors qu'il restait là, furieux. J'ai laissé les documents parler pour moi. À la fin de la semaine, j'avais la lettre d'excuse dans ma boîte de réception, une tentative maladroite de paraître sincère, et le chèque de remboursement a été compensé peu après. Mais ce n'était pas la vraie vengeance. Le vrai coup a été porté lorsque j'ai envoyé des copies des excuses et des preuves incriminantes aux quelques proches qui m'avaient ignoré l'année précédente. Aucune explication, juste les documents. En quelques jours, les appels ont commencé à arriver, non pas de mes parents, mais de ces mêmes proches, qui prenaient des nouvelles maladroitement, réalisant clairement qu'ils avaient parié sur le mauvais cheval. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux, car le but de la vengeance, j'ai réalisé, n'était pas de les reconquérir. C'était de s'assurer qu'ils comprenaient que je n'avais pas besoin d'eux et qu'essayer de me rabaisser ne faisait que me rendre plus fort. Les retombées furent rapides et laides. Bien que, pour une fois, ce ne fut pas à moi de les gérer. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit dans la famille plus vite que prévu. Ma tante, celle qui avait été si impressionnée par ma maison le jour où il l'avait vue pour la première fois, m'a appelé, à moitié en colère, à moitié stupéfaite, ils ont essayé de prendre ta maison à leur propre fils. Elle n'était pas la seule. Cousin, oncle, même ma grand-mère. Les gens qui étaient restés silencieux auparavant parlaient soudainement. Le groupe de discussion familiale dont j'avais été discrètement retiré des mois auparavant s'est transformé en champ de bataille. Des captures d'écran de la lettre d'excuse ont commencé à apparaître. Et chaque fois que quelqu'un essayait de défendre mes parents, un autre parent laissait tomber une citation de l'email ou de cet enregistrement de Ryan se vantant. Pour la première fois de ma vie, l'image dorée que mes parents s'étaient construite s'est fissurée en public. Ils ont cessé de se présenter aux réunions de famille, non pas parce qu'ils n'étaient pas invités, mais parce qu'ils ne pouvaient pas supporter les questions. Ma mère, qui s'était jadis délectée d'être le centre d'attention, a commencé à éviter les appels de ses propres frères et sœurs. Mon père est devenu plus silencieux, plus gris d'une certaine manière. Plus l'homme tonitruant et sûr de lui qui riait de mon indépendance. Et Ryan, c'est lui qui l'a le plus mal vécu. Ses soi-disant amis, ceux à qui il se vantait d'encaisser, ont commencé à prendre leur distance. Sans la maison, sans le règlement, il n'avait rien à montrer pour les mois qu'il avait passés à tourner autour de moi comme un requin. J'ai entendu par la rumeur qu'il avait déménagé de chez mes parents pendant un moment, puis était revenu discrètement lorsque le loyer et les factures se sont avérés trop élevés. L'arrogance que j'avais vue dans ses yeux lors de cette conférence préalable au procès avait disparu. Maintenant, lorsque nos chemins se croisaient occasionnellement, généralement lors d'une obligation familiale inévitable, il évitait à peine mon regard.
Le chèque qu'ils m'ont envoyé couvrait tous mes frais juridiques. Mais c'est la lettre d'excuse que j'ai gardée rangée dans un tiroir. Non pas parce que j'avais besoin de validation, je n'en avais pas. Mais parce que c'était une preuve. La preuve que peu importe à quel point ils essayaient de réécrire l'histoire, il y a eu un moment où ils ont dû admettre qu'ils avaient tort. Je n'ai pas cherché de réconciliation. Je n'ai pas passé l'éponge pour le bien de l'harmonie familiale. Au lieu de cela, j'ai continué à construire la vie que j'avais commencée. Le travail a continué de prospérer. Mon cercle d'amis de confiance est resté restreint, et ma maison est restée exactement là où elle devait être, la mienne. Parfois, quand je suis assis sur mon porche dans le calme du soir, je pense à ce premier dîner où je les avais invités, à l'époque où je pensais qu'ils pourraient être fiers. Je pense à la vitesse à laquelle les masques sont tombés quand ils ont vu ce que j'avais construit sans eux. Et je réalise que la vraie victoire n'était pas seulement de garder ma maison ou de gagner le procès. C'était de prouver, au-delà de tout doute, que je n'avais jamais eu besoin d'eux pour réussir. Et que, quoi qu'ils aient essayé, ils ne pourraient jamais m'enlever cela. Et c'est alors que je me penche en arrière, me souris à moi-même, et pense, cette maison n'aura jamais leur nom.